invités ce matin sont journalistes à Marianne et ont publié une enquête sur les dessous d'une campagne de communication publiée depuis le 28 octobre sous forme de plusieurs visuels censés lutter contre les discours de haine anti-musulmans. C'est un slogan qui a surtout suscité l'indignation de nombreux politiques, un slogan célébrant la liberté dans le hijab. À noter que cette campagne, au départ retirée de Twitter mardi, puis du site du Conseil européen mercredi, face à l'ampleur de la polémique. Bonjour Adrien Brachet. Bonjour. C'est ça. Bonjour Jean-Loup Adenor. Bonjour. Donc votre enquête révèle que cette campagne, aux intentions louables au départ, a d'emblée été noyautée, si je peux dire, par des associations proches des frères musulmans. C'est notamment le cas du FEMISO, le Forum of European Muslim Youth and Students, une association bien connue pour son lobbying pro-voile, et d'une autre organisation aussi dont vous parlez dans votre enquête, l'European Forum of Muslim Women. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces associations et leur influence réelle ou supposée, et comment s'est opéré le noyautage au sein du Conseil de l'Europe? Alors, quand la campagne quand la campagne a été publiée sur les réseaux sociaux, on s'est demandé, on a vu la polémique monter avec Adrien, et on s'est demandé ce qui avait conduit à la création de ces visuels qui sont effectivement assez, remarquables, en tout cas, et qui interpellent. On a cherché, on s'est rendu compte que, au début, on nous annonce que c'est une campagne qui est à l'initiative de la société civile dans un workshop organisé par une branche spécifique du Conseil de l'Europe, et puis finalement on se rend compte que c'est bien le FEMISO qui co-organise cet atelier. Cet atelier, c'est exactement. tenu fin septembre. Fin septembre, voilà. Et en appelant le FEMISO lui-même, donc la vice-présidente du FEMISO nous confirme que l'une de leurs militantes, une jeune italienne, a participé à l'encadrement du workshop qui a donné lieu à ces visuels. Alors qu'est-ce que le FEMISO? Parce qu'une fois qu'on a déterminé ça, ce qui est important de comprendre, c'est ce qu'est le FEMISO. Et c'est là que on se rend compte que certains chercheurs, notamment 3 personnes avec qui nous avons pu parler ou dont nous avons consulté les travaux, lient le FEMISO à la galaxie de l'UOIE, donc qui est l'organisation une organisation européenne qui gravite dans la galaxie des frères musulmans, qui d'après Florence Bergeau, Adrien Brachet, qui est une anthropologue du CNRS, incarne en fait le courant de l'islam fondamentaliste en Europe. Et en fait, la thèse des différents chercheurs qu'on a eus, c'est que le FEMISO a été créé avec, peut-être pas uniquement, mais en tout cas c'est leur thèse, avec l'UOIE, donc avec Exactement. Cette branche proche des frères musulmans. Alors eux, et c'est leur stratégie, en fait, ils vont le contester, ça fait des années qu'ils le contestent, mais les différents chercheurs qui ont travaillé dessus ont des documents sur la création du FEMISO qui montrent qu'il y a bien des liens. On parle de liens organisationnels et de liens interpersonnels, on pourra en reparler, mais effectivement, ce que nous disent nos chercheurs, c'est notamment qu'une certaine partie des cadres, des figures du FEMISO sont des enfants, en tout cas proches de cadres ou de figures de l'UOIE. Donc il y a des liens au moins interpersonnels. On pense notamment à... Voilà, il y a un autre exemple aussi, c'est que par exemple, et après on va peut-être passer à la suite, mais c'est que une des anciennes présidentes du FEMISO est la fille du leader d'Ennahda, donc mouvement islamiste tunisien bien connu. Alors comment s'est opéré ce noyautage ? C'est là que c'est intéressant de voir comment ça s'est passé. Au début, nous, quand on a contacté le Conseil de l'Europe, ils nous disent en fait, cet atelier a eu lieu dans le cadre d'un programme plus global qui s'appelle We Can for Human Rights, un programme de défense des droits humains. Parce que c'est notamment un des rôles du Conseil de l'Europe, qui n'est pas l'Union européenne, à différencier. Sauf que, en fait, dans cet atelier précisément de ce programme-là, en fait, cette association qui s'appelle donc FEMISO et également l'European Forum of Muslim Women sont intervenus. Mais en fait, le Conseil de l'Europe n'a probablement pas, et c'est là que c'est très inquiétant, fait les vérifications nécessaires et s'est dit, peut-être par les complexités de la bureaucratie qui fait qu'on ne vérifie pas forcément, s'est dit, tiens, c'est une association de jeunesse qui parle de discours de haine, qui essaye de lutter contre ces discours-là, on va les laisser faire. Mais ce qui est d'autant plus préoccupant, c'est que c'est pas le début de ce qu'on pourrait appeler noyautage, en tout cas de cette
cette présence dans les institutions européennes, puisqu'on a montré, par exemple, que le FEMISO avait organisé déjà dans une des instances qui dépendent du Conseil de l'Europe en 2011, une session d'études où était présent, par exemple, Tariq Ramadan. Il y a un document qui est encore valable en ligne où il félicite, où il remercie Tariq Ramadan. Et puis après, je laisse la parole à Jean-Loup. Dernière précision, certains membres du FEMISO siègent dans un organe consultatif de jeunesse du Conseil de l'Europe qui conseille le Conseil de l'Europe sur les politiques de jeunesse. Quand on parle de noyautage ou en tout cas d'action, de lobbying de ces associations-là au niveau européen, ce qu'il faut comprendre, c'est que la façon dont elles avancent, c'est vraiment sur la question des droits humains, ce qu'ils appellent les droits humains, et c'est ce qui nous a été répété au téléphone par la VP, la vice-présidente du FEMISO, qui nous explique que leur unique objectif, c'est de faire progresser les droits humains, de faire reculer l'islamophobie. Et effectivement, c'est un discours qui est un discours assez vertueux, c'est un discours qui fonctionne sur des institutions qui sont notamment chargées de veiller à la cohésion européenne et à l'intégration d'un certain nombre de minorités en Europe. Mais comment le Conseil européen a-t-il pu ignorer les liens avec puisque vous avez en quelques clics, d'ailleurs vous l'avez déjà expliqué à plusieurs reprises, trouvé ces informations, cette connexion avec les frères musulmans? C'est une très bonne question. Ce qu'on nous a expliqué quand on pose la question à nos experts, c'est que il peut y avoir beaucoup de naïveté, il peut y avoir une certaine peut-être indifférence à ces questions-là aussi. Et puis il faut aussi penser que ces associations-là sont assez puissantes, elles sont financées, ce sont parmi les seules qui représentent la communauté musulmane au niveau européen. Donc je pense que c'est une question qui n'a pas une explication unique. Et je dirais que c'est là que c'est important aussi, c'est-à-dire que avoir des associations qui luttent contre le racisme, contre la haine anti-musulmane, c'est important, c'est un combat qu'il faut mener. Oui, bien sûr. Mais le problème, c'est que on ne peut pas le laisser faire à n'importe qui. Et en fait, justement, ce que disait très bien Jean-Loup, c'est que ces associations-là sont les plus présentes sur cette question-là. Donc on se dit, je dirais, l'enfer est pavé des meilleures intentions. On se dit, c'est un bon combat à mener. Et donc on se dit, puisque c'est un bon combat, les gens qui le font sont forcément vertueux. Et c'est ça le problème. Et en fait, des exemples comme celui-ci, plus ou moins importants, parce qu'à l'origine, cette campagne-là, elle est peut-être un peu anecdotique, en fait. Mais ce qu'on a voulu montrer, c'est que des exemples comme ça, il y en a plein dans les institutions. Vous diriez que le Conseil de l'Europe est on va dire carrément noyauté par les frères musulmans. En tout cas, est-ce qu'on peut aller jusque-là? Ça paraît un peu fort. En tout cas, ce dont il faut être conscient, c'est que ce travail-là, et je pense que ce travail-là peut être poursuivi sur plein d'autres associations et d'autres domaines, d'autres instances supranationales. Ce travail-là montre qu'il y a des actions de lobbying qui sont menées, qui sont des actions importantes et qui sont souvent négligées ou pas vues par la population et par notamment la presse. C'est-à-dire que quand on voit la réaction d'un certain nombre de titres de presse sur cette campagne, où on nous explique que c'est l'extrême droite qui a fait retirer une campagne publicitaire. Je veux dire, la question, elle est pas là. La question, elle est de savoir qui fait pression, qui est à l'origine de ces actions-là, et qu'est-ce que ça veut dire des campagnes qui sont financées et qui sont rendues publiques. Oui, je pense que là aussi, il faut rappeler quand même que la position de la France sur la laïcité est quand même particulière, et les Français en sont plutôt fiers d'ailleurs, par rapport aux autres pays d'Europe. Donc, disons que ces associations vont plus facilement graviter dans des institutions européennes qui sont peut-être moins attachées à la vision très universaliste qu'à la France de la laïcité. C'est aussi là-dessus que ces institutions jouent. Alors après, il y a aussi un grand confusionnisme dans les idées de ces associations. Parce que, par exemple, quand on parle avec le FEMISO, ils nous disent restreindre le port de signes religieux, c'est quelque chose qui peut être liberticide. Et si on va voir la Cour européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire si on regarde le droit, ce qui a été établi, la Cour européenne des droits de l'homme dit qu'en effet, c'est un droit, c'est une liberté de porter des signes religieux, mais la Cour européenne des droits de l'homme reconnaît elle-même qu'il y a certaines circonstances laissées notamment à l'appréciation des législations des pays qui légitiment le fait de restreindre, par exemple en France à l'école, c'est la loi de 2004, les signes religieux ostentatoires. Donc c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Ça m'étonnerait que la Cour européenne des droits de l'homme soit liberticide. Alors cette révolte, on va dire, médiatico-politique à l'encontre de cette campagne, aura-t-elle, selon vous, un impact sur l'influence de ces associations proches des frères musulmans, sur le Conseil européen et plus largement sur leur influence en général? Et puis, quid du Conseil européen? Est-ce qu'il a été
égratigné par cette... Juste bien distinguer le Conseil de l'Europe et le Conseil européen, qui ne sont pas exactement la même chose. Le Conseil de l'Europe. Alors c'est une bonne question, on aimerait bien le savoir. Ce qu'on sait, c'est que les visuels ont été retirés non plus seulement du compte Twitter, mais également du site. Du site, oui, absolument. Je crois qu'ils sont réexaminés, je crois que c'est le terme qui est utilisé sur le site. Est-ce que ça va avoir une influence on souhaiterait tous que nos papiers aient une influence de ce type-là, de cette échelle-là. J'en suis pas certain, j'aimerais ne pas être naïf. Ce qui est certain, c'est que ce qu'on montre, c'est qu'il y a un travail d'enquête à faire, que c'est un travail d'enquête qui est à la disposition, qui est à la possibilité de tout le monde, qu'il faut qu'il soit fait, et que quand l'information est assurée, les citoyens sont plus éclairés, et il peut y avoir une réaction des autorités. Donc c'est heureux. Donc c'est ce qu'on espère. Adrien Brachet, Jean-Loup Adenor, merci beaucoup d'être venu sur Radio J nous parler de cette enquête, et à très bientôt sur Radio J pour la suite, on espère.